Chers lecteurs, bonsoir. Paulina Panasenko, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour présenter votre premier roman, Tenir sa langue, publié aux éditions de l'Olivier. Et on a beaucoup apprécié votre livre. Alors je vais un peu parler, avant de commencer notre entretien, sur vous, sur votre histoire, qui est assez passionnante. Vous êtes d'origine soviétique, vous venez d'une famille soviétique qui va quitter Moscou et s'installer à Saint-Étienne il y a plus ou moins 20 ans, 25 ans. Alors, le roman se joue entre la France où vous vivez actuellement. Vous devez apprendre le français. Je veux dire, à l'époque, quand vous quittez la Russie, vous devez apprendre le français. Et puis, à la fin de l'année, à chaque fois, vous faites des allers-retours entre la France, où vous vivez votre vie pleinement avec vos parents en tant qu'exilés, et la Russie, où vous retournez souvent en été, voir votre famille, vos grands-parents. C'est le retour aux origines. Et ce sont finalement ces deux mondes très différents que vous confrontez dans votre livre, jusqu'à la confrontation même dans la langue parlée. Et c'est là-dessus sur lequel on va se concentrer. Alors vous êtes né en Russie, vous êtes arrivé en France très très jeune, vous aviez 4 ans et demi, et vous avez dû vous adapter à un nouveau pays, à des nouvelles règles. Vous racontez votre découverte de la maternelle, vos incompréhensions, pardon, face à certaines habitudes, face à la langue. Vous racontez aussi ce tiraillement entre ces deux langues de ces deux pays, un celui que vous avez quitté, l'autre qui vous a accueilli. Les soubresauts politiques que connaît votre pays, vous les subissez à travers des conversations qui sont souvent étouffées des adultes. Et ce qui est très flagrant dans votre livre, c'est que quand vous bougez en France, eh bien, afin de vous intégrer complètement au pays, votre mère vous demande de faire attention et de ne pas mélanger les deux langues, de tenir en fait votre langue, surtout de ne pas perdre votre langue originelle d'un côté, qui est celle de la langue qui vous a vu naître en Russie et qu'on parle à la maison, et le français que vous allez apprendre et que vous ne devez certainement pas perdre pour vous intégrer dans cette nouvelle société en France. En devenant grand, vous allez entamer des études de théâtre entre Moscou et Saint-Étienne. Vous allez être diplômé de Sciences Po à Paris. Vous refuserez de choisir entre les deux langues et vous choisirez même pendant un moment, je pense, d'être traductrice. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est en se plaçant à l'auteur d'un enfant, vous nous proposez un texte qui est à la fois très drôle par moments, mais à la fois touchant. Et vous posez un regard interrogateur sur ce nouveau pays qui vous accueille. Et c'est à travers les yeux d'un enfant que vous racontez votre histoire. Alors, nous avons été profondément touchés par certains passages. On a eu l'impression de comprendre votre désarroi dans lequel vous vous retrouvez. Et tenir sa langue, finalement, le titre, eh bien, le titre résume très très bien votre histoire, puisque si on regarde ce que veut dire littéralement tenir sa langue, c'est ne pas divulguer une info confidentielle secrète. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas parler, de tenir en équilibre entre deux langues, deux mondes, qui vous constituent finalement. Alors, c'est un livre qui est très proche du langage oral, et je trouve que finalement, il y a une sorte de complicité qui s'installe entre la narratrice que vous êtes et le lecteur, parce que l'émotion passe très très bien. Alors j'ai eu l'impression par moments, parce que le langage est quasiment oral, d'avoir l'impression qu'une amie me parle de son enfance, qu'elle partage ses souvenirs, qu'elle partage ses réflexions. Vous m'avez fait rire, vous nous avez émus, vous nous avez fait réfléchir à l'accueil de ces élèves allophones. Et avec un ton léger, drôle, vous abordez bien entendu la question délicate de l'identité, de l'intégration, et vous montrez surtout aussi l'absurdité de certaines injonctions faites aux étrangers venant s'installer en France. Vous prenez finalement derrière ce livre des messages qui sont très actuels, qui sont importants, comme la richesse que peut représenter le multiculturalisme et le danger justement de s'enfermer dans des identités uniques. Avec ce ton enjoué qui est le vôtre,
vous posez un regard d'une grande intelligence sur des sujets qui embrassent souvent l'actualité. Alors, on va débuter directement. Votre livre commence justement sur un sujet particulier. David, je te laisse peut-être même introduire Oui, enfin, le livre. j'avais pas préparé ça, mais je trouve que le roman il est tendre, il est enthousiaste, et pourtant, en écoutant l'introduction, on est quand même on est très bien inscrit dans le présent. Et on est sur des sujets plutôt graves. Comment se fait-il qu'il y a est-ce que vous êtes consciente que vous traitez des sujets dans le présent qui sont graves, avec enthousiasme, humour et légèreté? Est-ce que c'est un prisme qui est conscient? Est-ce que c'était une volonté? Je ne sais pas si c'est tout à fait conscient, mais en tout cas, c'est peut-être un rapport aux choses, un rapport au monde, dans le sens où, hem, quand j'écris, d'abord, c'est un roman écrit à la première personne du singulier, donc c'est une petite fille, puis une jeune femme, qui s'appelle Paulina, et ça passe par le jeu. Et donc, moi je suis aussi, comédienne, et je pense qu'il y a un lien entre ma façon d'écrire et ce travail-là, puisque, pour écrire, je dois m'identifier au personnage, et ça passe par son point de vue à lui. Ce n'est pas un narrateur extérieur, ça passe par le personnage lui-même. Et donc, ce qui est vécu comme drôle ou léger de l'extérieur, cette drôlerie naît d'un décalage, d'un regard extérieur sur ce que vit le personnage, qui lui est parfois dans une situation tragique ou très délicate. Donc je crois que effectivement je joue avec cet aller-retour de point de vue entre celui de Mm. cette petite fille, par exemple, quand elle arrive à la maternelle. La découverte de la maternelle pour elle est monstrueuse, mais pour le lecteur, la lectrice, il peut y avoir quelque chose de drôle effectivement dans la vision de ce personnage-là. Mais votre prénom, Paulina, il est au centre du récit. Mhm. Est-ce que, selon vous, voilà, tenir sa langue, on y reviendra sur le titre, est-ce que c'est un roman aux accents autobiographiques, ou bien est-ce que c'est une autobiographie aux accents romanesques, ou aucun des deux? Est-ce qu'il y a un plan dans tout ça? Quand on vous suspecte d'avoir un plan, et puis il y a des moments où on se dit mais non, pas du tout. Donc voilà, je voudrais Bah, vous entendre là-dessus. c'est un roman, c'est une fiction, mais qui a bien sûr été nourri de d'expériences personnelles, physiques. Par exemple, la découverte de la langue étrangère en tant que son, et non pas... c'est-à-dire, quand Paulina arrive à la maternelle, la première chose qu'elle entend, ce qu'elle vit, c'est la disparition des mots. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus que des sons. Et donc cette sensation de devoir, dans des sons, chercher des mots et apprivoiser ces sons pour en faire une langue, ça c'est quelque chose que j'ai nourri de choses que j'ai vécues. Mais néanmoins, c'est un roman que j'ai composé, construit, ce n'est pas une autobiographie, ni des mémoires. Et pourquoi le choix de la forme du roman est-ce qu'elle s'était imposée tout de suite? Pourquoi c'est un roman et pas, j'y reviendrai, hein, et pas par exemple un oratorio chanté, parce que c'est quelque chose voilà, qui pour ma part, c'est un roman qui se doit d'être lu à voix haute. Mais est-ce que la forme, le choix du roman, la forme romanesque, est-ce que ça s'est imposé tout de suite? Ou bien c'est un travail qui dure déjà depuis longtemps? C'est une question, la question de la forme, pour moi, vient de la pratique. C'est-à-dire que j'écris un texte, je le compose au fur et à mesure, et puis sa classification à la fin, j'ai envie de dire, c'est presque pas de mon domaine. Ce n'est pas vraiment à moi de dire. Chacun est libre de le lire sous tel ou tel aspect. Pour moi, je vais travailler comme un roman, avec un rapport au... Même les chapitres ou les scènes sont montées comme dans un film. À un moment, je les ai alignés devant moi pour essayer d'en faire un montage. Euh, mais c'est quelque chose qui est venu en écrivant, en faisant. Oui, oui, ok, Oui. merci. Alors en fait, le roman débute justement sur vous, plus âgé. Vous avez déjà vécu un bon bout de temps en France et vous voulez récupérer votre nom,
votre nom Paulina qui a été francisé. En fait, finalement, le roman rentre directement dans le feu de l'action. Alors moi, ma question, c'est, est-ce que votre roman ou votre livre, est-ce que c'est une manière pour vous de vous rapatrier vers vos droits les plus fondamentaux? Parce que finalement, tenir sa langue, est-ce que ce livre s'est imposé à vous comme titre pour mettre en lumière une langue que l'on s'autorise ou pas et que l'on vous autorise ou pas à parler? Est-ce que tenir sa langue, c'est aussi finalement tenir au sens propre de pouvoir garder, préserver des éventuels secrets? Alors oui, mais pas que. C'est-à-dire que tenir sa langue, c'est imposé comme titre, parce que il était tout à fait, à l'image de tous les personnages qui sont dans le roman. Donc c'est, l'histoire, d'une famille. Il y a les 2 parents et les 2 filles, et les grands-parents maternels qui, eux, restent en Union Mhm. soviétique, en Russie, et les parents avec les 2 filles émigrent en France. Et donc chacun de ces personnages a un rapport particulier, à la parole et à la langue. Avec donc le grand-père, par exemple, qui veut toujours, qui a toujours peur que les voisins entendent quelque chose, qui dit qu'il ne faut pas parler trop près de la cloison, qui veille à ce qu'on garde le secret de l'émigration de ses enfants, qu'il essaye de cacher à l'entourage. Il y a la grand-mère, elle, qui a un langage accidenté aussi, puisqu'elle peut oublier des mots quand elle commence une phrase. Elle a des trous noirs comme ça, elle est aphasique, et quand elle a des oublis, il faut que toute la famille se mette autour d'elle pour l'aider à retrouver ce qu'elle voulait dire, le mot. Lui demander donc est-ce que c'est dans la pièce, est-ce que c'est au magasin, pour l'aider à reprendre le cours de la phrase. Le père, lui, il a un judaïsme clignotant, c'est-à-dire qu'il est juif sans lettres, on ne sait pas trop, il en parle mais il n'en parle pas vraiment. Et la mère, elle est gardienne de la langue maternelle à Mhm. l'étranger. Donc quand ils arrivent en France, elle va s'assurer que ses filles n'oublient pas la langue maternelle. Et donc, c'est à la fois garder ce secret, tenir sa langue, c'est aussi apprivoiser, s'emparer de la langue étrangère, et aussi accepter qu'il y a, en tout cas chez la petite Paulina, il y a un langage hybride qui se crée, qui est un mélange de russe et de Mhm. français, une sorte de langue bâtarde qui n'est homologuée ni par le français ni par le russe, Mhm. et qui pourtant existe bien dans son vocabulaire, tel par exemple le mot maternel tchik, qui est un mélange du mot maternel avec le suffixe tchik, qui en russe sert à adoucir un mot, à euphémiser un mot. Et donc sa mère, quand elle vient la voir, pour lui dire elle vient lui dire demain tu vas aller à la maternelle tchik, de sorte à ce que Paulina ne se méfie pas trop pour adoucir l'expérience de la maternelle. Mais Paulina se méfie, et elle a bien raison. C'est, je pense, un roman d'une manière ou d'une autre autour de l'émancipation. Mais pourquoi ce passage aussi présent de l'enfance à travers tout le roman? Euh, eh bien, dans l'enfance, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, quand elle arrive en France, Paulina est à un âge où elle est encore en train d'apprendre sa langue maternelle. Mm. Et donc, plus qu'aucun autre membre de sa famille, son russe et sa langue maternelle est menacée d'oubli. Et donc, elle est face à un double défi qui est celui d'apprendre la langue française, mais aussi de ne pas oublier la langue russe et de continuer à l'apprendre. Et aucun autre membre de la famille n'est face à ce double défi, parce que les autres ont pour mission d'apprendre le français sur place. Et donc, d'abord parce que le corps d'un enfant, euh, les enjeux linguistiques à l'intérieur d'un corps d'enfant Mm. sont beaucoup plus forts à ce moment-là que dans un corps adulte. Et Mhm. parce qu'il y a des enjeux aussi de trahison là-dessus. C'est-à-dire que cet enfant qui adore ses grands-parents, et le grand-père d'ailleurs lui demande toujours alors quand est-ce que vous rentrez, Ouais. mais alors où est-ce que c'est le mieux, en France ou en Russie, toi tu préfères où? Elle sent que c'est un petit peu biaisé comme question, alors elle ne répond pas, mais ces enjeux-là, à travers le corps d'un enfant, sont beaucoup plus forts
qu'à travers celui d'un adulte. Et puis parce que ça permet un décalage. C'est comme si le regard de l'enfant permet de regarder le monde adulte comme on écouterait une langue étrangère. Ça permet de rendre, d'écrire une langue qu'on connaît comme une langue étrangère. Finalement, ces deux langues, ces deux noms sont au cœur de l'histoire. Alors, on s'est posé une question, David et moi, on se dit, pourquoi il y a tellement cette lutte acharnée de vouloir changer de prénom? Est-ce que pour vous, c'est une façon finalement de réparer le passé familial? Je pense par exemple à votre grand-mère juive qui a dû changer un certain moment, qui a changé un certain moment de nom. Et puis également, est-ce que c'est aussi peut-être le besoin de s'arroger le droit d'acquérir dans le présent une liberté totale pour pouvoir continuer à vous réinventer? Alors, le fait de reprendre son prénom de naissance, je ne l'associe pas systématiquement à la liberté, notamment parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, plutôt des générations de mes parents ou de mes grands-parents, qui me racontaient comment eux, au contraire, leurs parents ont employé tous leurs efforts à faire en sorte que leurs enfants ne parlent pas leur langue maternelle. Mhm. Euh, Parfois des gens venus d'Espagne ou d'Italie qui ne parlaient surtout pas l'italien ou l'espagnol à leurs enfants et qui tenaient absolument à ce qu'ils ne parlent que le français, qui tenaient beaucoup à ce qu'ils aient des prénoms francisés pour qui la liberté, elle se jouait à cet endroit-là. Et le personnage de la grand-mère, donc qui s'appelait Pessah à la naissance, qui a fui l'Ukraine et qui, en arrivant en Russie, a russisé son prénom en Paulina, il y a quelque chose, il y a une volonté de donner de la liberté aussi dans cette russisation, puisque c'était une façon de se protéger. Et de se recréer aussi. Oui, et d'essayer d'offrir à ses enfants une de faire en sorte que ces enfants ne subissent pas Mhm. l'antisémitisme soviétique. Mais dans la demande sur laquelle s'ouvre le roman, qui est de reprendre le prénom de naissance pour Paulina, l'enjeu là est de comme briser une sorte de malédiction de fait de cacher son nom, parce que toute la famille du côté juif a transformé son nom. Mhm. D'une façon ou d'une autre, ils ont tous changé leur nom de sorte à ce qu'il y ait le moins de signes possibles de reconnaissance de leur Mhm. judéité. Et donc, c'est une façon aussi un espoir dans la possibilité de vivre en France librement, à savoir de porter son prénom de naissance. Oui, je pense à un mouvement de liberté, mais aussi un signe de foi, d'espoir que cela soit possible après toutes ces émigrations Une successives. intégration finalement, plus ou moins réussie. Alors, l'intégration, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est d'intégration, mais en tout cas de pouvoir euh, appeler les choses par son nom et ne plus avoir à se cacher, surtout. On est frappé aussi dans votre histoire parce qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps tiraillé entre ces deux mondes. Est-ce que c'est finalement aussi le but de montrer à travers ce roman qu'il s'agit là avant tout d'une histoire de tiraillement ou de peur de trahison d'un côté de la famille, de trahir un côté de la famille ou de l'autre? Ce sont des thèmes finalement qui sont aussi très présents. Oui, alors quand même, il faut distinguer le roman de moi, ma vie personnelle, parce que autant c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu travailler dans le roman, ce tiraillement, autant moi dans la vie, ça va. Je, je combine Je bien confirme. je combine bien les deux. Mais effectivement, il y a des enjeux de trahison et sur la langue et sur l'accent. Parce que, par exemple, à un moment, la première fois que Paulina entend l'accent de sa mère, elle a un sentiment d'avoir transgressé quelque chose, c'est-à-dire d'avoir écouté sa mère en français au lieu de l'écouter en russe. Parce qu'elle a entendu l'accent russe de sa mère en français, et elle a le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'intime, de caché, qu'elle n'aurait jamais dû entendre ou voir. Et là se joue une sorte d'enjeu de fidélité ou de trahison. Et enfin, en tout cas, pour ce qui est de l'accent, moi je sais que là, je n'ai plus d'accent russe en français, mais parfois il revient. Et notamment, si je suis avec des auditeurs ou des interlocuteurs francophones
et qu'il y a des interlocuteurs avec moi russes qui ont un accent, qui parlent français avec un accent russe, parfois l'accent me revient. Mais c'est une sorte d'accent de solidarité où j'ai l'impression d'essayer de faire équipe avec ceux qui ont un accent. Je me dis, j'ai le sentiment que sinon je les abandonne d'une certaine façon. Je fais pas du tout ça consciemment, il revient tout seul. Et à un moment, pendant que je parle, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu parles avec un accent Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux d'écartèlement et de, oui, de trahison éventuelle qui se jouent à l'endroit de la parole. Alors, consciemment ou non, ce roman, il est sûrement pour le lecteur extrêmement intime. Est-ce que dans quelle mesure ce roman est-il également politique? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher tout le long de penser à des questions plus vertigineuses, plus sociétales, comme la migration, l'intégration, le droit aux libertés fondamentales. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une telle dualité entre le langage et les coutumes administratives, par exemple, enfin, cette zone-là, et la lutte dans le langage pour raconter ce qu'est, in fine, un être humain unique, personnel dans sa chair, sa personnalité, son incarnation, ses contradictions? Là où je pense que vous avez raison, c'est qu'il y a des questions politiques qui se posent à travers des questions de langage. Par exemple, la procureure demande à Paulina, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française? Et suggérant en creux que ce serait, selon elle, plutôt dans son intérêt d'avoir un prénom français dans la société française. Et par là, ce qu'on entend aussi, c'est que euh, le prénom étranger est vécu comme une menace pour la langue française, voire pour le pays entier. Et donc, effectivement, là, il y a des enjeux qui passent à cet endroit-là. Mais et puis aussi la question de la dette, parce que il y a l'histoire de Jalal Ami que j'évoque, qui est un jeune homme qui est arrivé en France d'Algérie quand il était enfant. Sa famille a fui la guerre d'Algérie. Et puis il a fait des études à Sciences Po et il est rentré à l'école de Saint-Cyr, l'école militaire, où il est au cours d'un bizutage qui a eu lieu la nuit. euh, Au cours des premières semaines de sa présence à Saint-Cyr, ils ont été réveillés pendant la nuit et puis on leur a demandé dans le noir de traverser un étang glacé avec tout leur équipement sur le dos. Et Jalal s'est noyé pendant ce bizutage. Et ce qui m'avait marqué, parce qu'ensuite il y a eu un procès contre l'armée, contre la Grande Muette faite par sa famille. Et ce qui m'avait marqué, c'est les citations qui avaient lieu pendant ce procès, où on disait que, en citant Jalal, qu'il avait le sentiment d'avoir une dette, qu'il voulait rendre à la France un peu de ce qu'elle lui avait donné, et qu'il avait un sentiment de dette envers ce pays dit d'accueil. Et en même temps, ce personnage-là, moi, je l'avais construit en, comment dire, en pendant du grand-père qui, lui, demande toujours, le grand-père de Paulina, qui demande toujours quand est-ce qu'ils reviennent et pour qui, en fait, la dette se joue envers le pays d'origine des émigrés. Et donc, dans cette question politique de la dette qui est souvent instrumentalisée, la question de l'accueil, est-ce que c'est une grande faveur qu'on donne aux ceux qui arrivent dans un pays, je voulais contrebalancer les deux avec le personnage du grand-père pour lequel l'émigré est endetté envers son pays d'origine, celui qu'il quitte, celui où son corps est absent, celui qui l'attend chaque seconde où son corps n'est pas dans ce pays. Et voilà, donc j'ai essayé toujours de montrer, comment dire, cette espèce de contrebalancement possible entre ces deux approches de la dette, qui selon moi, peut-être aussi, on pourrait envisager l'éventualité où de dette, il n'y en a pas. Bien sûr. Quand on écrit un roman à propos de la langue, finalement, qu'est-ce qui se cache là derrière comme besoin, moteur et désir? En fait, je me répète un petit peu, mais est-ce que tout ça est une façon pour vous de vouloir prouver votre revanche sur le passé, peut-être,
de dire, voilà, j'ai réussi à faire. Est-ce que vous cherchez finalement à montrer que vous arrivez à faire, et vous êtes parvenu à faire l'équilibre entre les deux? Non, ça, je crois que si je voulais montrer, puis À si je voulais montrer, montrer, c'est ça un serait grand mot, mais acquis. ouais, Mais par contre, en termes de revanche, peut-être que si il y a une revanche dans ce livre-là, ça serait sur un autre livre dont les plaisirs m'ont m'ont été interdits pendant de longues années. Quand je suis arrivée en primaire, dans les premières classes, il y avait un livre qui s'appelait Le Prince des mots tordus, avec des histoires de l'espoir, de l'histoire, de chapeau, château. Et donc mes petits camarades adoraient ce livre qu'ils lisaient avec grand plaisir et enthousiasme. Et moi qui étais en train d'apprendre le français à ce moment-là, je me disais, mais c'est pas possible. Moi, je suis déjà dans une galère noire pour apprendre château et chapeau, pendant que eux s'amusent de cette espèce de déséquilibre entre les langues, ces confusions de sens. Et c'est vrai que dans ce roman-là, en donnant de la place à l'écrit pour l'accent, c'est-à-dire j'essaye d'écrire, de faire entendre l'accent à l'écrit. Et en créant de la place pour cette zone hybride entre la langue maternelle et la langue étrangère, pour ces mots hybrides à la mhm, rencontre de plusieurs mots, peut-être qu'il y a une forme de revanche sur le prince des mots tordus, oui. d'accord. Au fur et à mesure du roman, il y a comme une autre langue hein, qui revient comme ça, comme une vague, hein, une langue de l'entre-deux qui commence à prendre sa place, une langue autre, qui pour ma part se doit d'être lue à voix haute pour mieux être apprivoisée par le lecteur. C'est une langue qui donne l'impression d'être inventée ici et maintenant pour devoir être dite au lieu d'être lue. Pourquoi cette langue? Vous voulez dire pourquoi ce rapport fort entre l'oral et l'écrit? Oui. Mais je pense que c'est aussi lié à l'accent. C'est-à-dire que moi, je voulais f- que qu'on lise l'accent à l'écrit et que donc pour ça, il fallait que je sais que certains passages, pour être tout à fait lus ou compris, il faut les prononcer à l'oral. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les lit à l'oral, on entend quelque chose qu'on ne peut pas lire si on ne passe pas par la bouche et par la voix. Et oui, je crois que c'est une forme d'ode à l'accent et au mélange de langues, ce livre-là, ce roman. Euh, et effectivement, pour moi, c'était quelque chose qui devait absolument être avec un lien très fort à l'oralité. Ben, d'ailleurs, les sonorités sont importantes dans votre écriture et elles la déterminent. Est-ce que le fait de faire du théâtre vous aide dans votre écriture? C'est quoi une autrice qui, in fine, écrit un roman quand on fait du théâtre? C'est quoi le rapport? Bah, en tout cas, moi, je lis toujours à l'oral, je lis à voix haute tout ce que j'écris. C'est vraiment un roman Mm. écrit à voix haute, donc j'écris puis je relis, et il faut que ça sonne d'une certaine façon, que ça claque avec un rythme et une musicalité qui me conviennent. Et ça, c'est vraiment un point de réécriture important. Et puis c'est aussi un roman qui a été écrit, qui est passé par la traduction. Donc la grande majorité de ce texte a été écrit en français, puis traduit en russe, puis retraduit en français, avec la traduction qui sert comme d'une sorte de liquide révélateur à travers lequel je vois ce qui ne me convient pas, ce que je veux retravailler, ou au contraire, les passages qui passent l'épreuve, cet aller-retour-là, je sais qu'ils sont solides et qui sont au bon endroit. Mais, je propose que par rapport à ce que vous dites et en guise de conclusion, si vous voulez bien, ce serait vraiment chouette de nous lire un extrait. Oui. Alors je vous propose le passage de la maternelle chic, qui est donc ce mot Ah oui. hybride. Un matin, l'annonce tombe. Palina, demain tu vas à la maternelle chic. Quand ma mère ajoute chic à la fin d'un mot, c'est qu'elle cherche à le radoucir. Si c'est un mot inconnu, ça ne présage rien de bon. Ma mère m'explique à quel point cette maternelle chic est nécessaire, indispensable même. Sinon, je n'apprendrai jamais le français. Mais
Qui a dit que je voulais l'apprendre? Je ne suis même pas tout à fait sûre d'être au clair sur ce que c'est. Il semblerait que si je dis « ça va », l'autre va comprendre que je demande comment il se porte. Et si je dis « ça va », on comprendra que je vais bien. Je ne sais pas pourquoi. À Moscou, « ça va » veut dire « hibou ». Je ne sais pas pourquoi ici, il faut dire « hibou » pour se donner des nouvelles. Le lendemain, j'arrive avec ma mère devant un immense bloc de béton. Sur le côté, il y a un trou noir. Des adultes entrent à l'intérieur avec des enfants et ressortent seuls. Et à côté du bloc de béton, il y a un enclos avec des enfants qui hurlent et courent dans tous les sens. J'entre dans le trou noir avec ma mère. À l'intérieur, ça sent le parapluie mal séché et la peau de lait bouilli. On monte un escalier, on longe un couloir, on s'arrête devant une porte ouverte. À l'intérieur, une grande salle éblouissante, pleine d'enfants. J'attrape la cuisse de ma mère à travers son jean, je l'attrape et je serre fort. Partout, des enfants assis à des petites tables. Partout, des enfants et aucun parent. Des orphelins, je me dis. Dans le coin droit de la salle éblouissante apparaît une immense femme adulte. Elle s'approche de nous, dit quelque chose à ma mère, puis se penche vers moi et me fait signe d'avancer. Tous les orphelins nous regardent. Je fais un pas en avant, je lâche la cuisse de ma mère. Quand je me retourne, elle a disparu. En ce même instant, tous les mots disparaissent. Plus de mots, que des sons. La bouche de l'immense femme adulte en produit de toutes sortes. Elle me montre une chaise vide à une table de 4, je vais m'asseoir. 3 orphelins me regardent. 1 à ma droite et 2 en face. Eux aussi produisent des sons avec leur bouche, mais à la différence de l'immense femme adulte, ils chuchotent. Je ne comprends rien à leurs sons. Je ne comprends rien à ce qui se passe dans cette salle. Je baisse les yeux, je fixe un poing sur la table beige et je serre les dents. Je n'ai rien à faire là. Je suis désolée qu'il soit orphelin, mais moi, j'ai une mère. J'ai une mère et j'ai des mots. Et quand elle reviendra, on pourra leur montrer à quoi ça ressemble. Peut-être même qu'on pourra leur en apprendre quelques-uns, mais d'ici là, je ne vais plus regarder leur bouche. Je ne vais plus écouter les sons qu'elles font. Je vais attendre ici que ma mère revienne, qu'elle revienne et qu'avec elle reviennent tous les mots. Merci Paulina. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci David. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle présentation. En attendant, courez acheter ce livre, Tenir sa langue. Paulina le signe également à 17h30 à la librairie Candide. Et vous pouvez bien entendu le retrouver demain et tous les jours, ce livre à la librairie. Voilà, merci beaucoup Merci et à à très vous. bientôt. Merci. Au revoir.